Ah, il est là. Salut. T'entends? Ouais, très bien. Alors, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, hein. Ça doit faire plus d'un an depuis ta reprise. Je crois qu'on ne s'est pas parlé. On s'est parlé, tu venais de reprendre, je crois, hein. Est-ce que tu peux juste rappeler très rapidement cet historique-là? Tu as créé Red Light en quelle année? En quelle année tu l'as vendu? Et tu l'as repris il y a un an, il y a 2 ans maintenant? Donc, j'ai créé Red Light en 1999 en associant ma passion de la course à pied. Ça faisait déjà 20 ans que je devais courir et faire de la Ouais. montagne. Et Ouais. mon métier d'ingénieur. On a déménagé ensuite à Saint-Pierre-de-Chartreuse 10 ans plus tard en 2011. On est rentré dans le groupe Rossignol en 2016. On faisait 7 millions d'euros. Il y avait 55 salariés. Ouais. L'objectif, c'était de continuer de grandir à travers de continuer de grandir bien plus grand à travers les moyens financiers du groupe Rossignol et à travers les filiales à l'export notamment. Ouais. Ouais. Finalement, ça ne s'est pas passé complètement comme on l'aurait souhaité. Donc 2016, en 2019, donc début 2019, je suis parti de Red Light et de Rossignol pour reprendre Red Light donc en août 2020. D'accord. Donc il y a presque un an et demi désormais. Hmm. En le reprenant avec un Red Light qui faisait moitié de son chiffre d'affaires, non Ouais. pas dû à l'épisode Rossignol. Durant l'épisode Rossignol, c'est passé de 7 à 8 millions d'euros, donc on va dire que ça a stagné, mais dû au Covid, Ah. puisque donc on est passé de 8 millions à 4 millions, Hmm. tout simplement du fait qu'on constate a posteriori que la moitié de nos ventes sont destinées au Marathon des Sables, à l'UTMB, à la Saint-Élion, à toutes ces courses, et quand il n'y a pas ces courses, Ah, voilà. les Ouais. gens renouvellent moins leur équipement technique et donc le chiffre d'affaires avait baissé de moitié. Hmm. Donc, en Hmm. août 2020, on est redevenu autonome, Hmm. complètement autonome, avec des nouveaux actionnaires qui étaient les anciens et puis des nouveaux. On a relancé plein de choses, voilà, et on a fini donc le premier exercice de ce nouvel épisode avec 4,4 millions d'euros, donc un petit peu plus que prévu et un petit peu plus que la moitié d'avant. Voilà. Tu es libre de parler de l'épisode Rossignol ou tu préfères pas? Parce que juste la question, c'est pourquoi ça n'a pas marché avec Rossignol? C'est juste ça, tu vois. Eh ben, ça n'a pas marché avec Rossignol. Je dirais, pourquoi ça n'a pas marché avec Rossignol? Pourquoi tu es parti, toi? Parce qu'au départ, ils t'ont intégré. Le plan, c'était que ça marche. La fois, le plan, c'était qu'on multiplie le chiffre d'affaires par 3 en s'intégrant dans les outils du groupe Rossignol, dans les filiales, dans leur logistique, dans tout ça. Et le constat, c'est que ça a mis déjà plus de 2 ans pour s'intégrer dans les logiciels de comptabilité, dans les logiciels commerciaux, dans la logistique aussi. Et donc, pendant ce temps-là, les choses, elles avancent pas, les choses prévues ne se font pas. Et donc, tout le monde est déçu entre Rossignol, entre nous. Hmm. Et puis, comme voilà, je dirais que ça a été très très long à mettre en place pour qu'à la fin, le soufflet soit retombé et que finalement, une fois que le soufflet est retombé, il n'y a plus moyen de le faire avancer. Après, ils ont essayé de mutualiser les commerciaux avec les commerciaux, les achats avec les achats. Et là, je dirais que c'était le début de la fin. Red Light, non, mais quand on a notre petite équipe à Saint-Pierre-de-Chartreuse, on est tous motivés par Red Light, par exemple, le directeur commercial de Rossignol qui doit faire 300 millions d'euros, eh bien, quand Red Light en fait 8, ben forcément, il s'en occupe à cette échelle-là. Et il a bien raison de s'en occuper très peu, mais s'en occupant très peu, ben forcément, ça n'avance plus. Voilà. Hmm. Donc le travail ne m'intéressait plus dans ces conditions, et c'est pour ça que j'en suis C'est pour ça que tu es démissionné. parti. Ouais. Hmm. Hmm. Et qu'est-ce qui Disons t'a qu'il y donné. avait un bon plan, il y avait un bon plan au départ, mais une mauvaise mise en œuvre. Voilà. Un. Finalement, Rossignol s'est aussi séparé de Time qu'ils avaient racheté au même moment et ils ont fini par se séparer aussi de Felt Ah. qu'ils avaient acquis et qui se sont séparés aussi il y a quelques semaines. Ah, ouais, d'accord. Hmm. Pour se concentrer sur la marque Rossignol. C'est ça. Pour se concentrer sur la marque Rossignol et se concentrer aussi plus sur le ski, je dirais Ouais. Hmm. la crise du Covid quand même. Les stations de ski en France ont fermé en milieu de saison en 2020. En 2021, il y a eu zéro ski. Hmm. Là, ça redémarre, mais il y a du décalage parce que forcément, c'est pas cet hiver que les magasins de ski ont renouvelé leur parc de location ni tout ça. Ils avaient du stock, il y a des Eh incertitudes, ouais. on ne sait jamais Hmm. Hmm. si ça va ouvrir ou pas. Donc,
Donc, leur chiffre d'affaires s'en trouvait extrêmement réduit et ils ont dû faire des choix et donc se recentrer sur leur cœur de métier que sont le ski et la marque. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas, toi, tourné complètement la page de Red Light et que tu es revenu à cette, je comprends, hein, c'est ton bébé, tu l'as fait naître, mais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas... C'était difficile pour toi de voir Red Light dans ces conditions. Je dirais, enfin, il y avait quand même une partie de cette, de sentiment, on va dire, de cette partie sentimentale, on peut dire. Euh, Même si j'avais tourné la page et j'étais prêt à faire autre chose complètement. Mais il est vrai que le côté sentimental, c'est comme de sauver Red Light, soit sur ce coup-là, soit Red Light aurait disparu. C'était dans les cartons, dans ce qui allait se passer, sinon chez Rossignol, là, je dirais, ça aurait disparu. Mais et je ne me suis pas senti que l'âme d'un sauveur en me disant il faut absolument, j'ai ce devoir moral. Surtout, ça m'intéressait de concevoir des sacs à dos, de concevoir des vêtements, de concevoir tout ça. Si je ne l'avais pas refait chez Red Light, je l'aurais refait certainement, peut-être en créant une autre marque, peut-être ailleurs. Mais tu as eu des propositions à l'époque d'ailleurs? Je sais pas, moi, les gens de Salomon sont venus te voir, les gens de. Non, mais j'avais encore une clause de non-concurrence, donc j'avais encore un petit peu de temps où je ne pouvais pas faire la même chose, mais je commençais à réfléchir tranquillement, voilà. Et donc, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le métier de concevoir des produits ou des services. Et donc, voilà, donc si je ne l'avais pas fait chez Red Light, je l'aurais fait ailleurs. Mais chez Red Light, c'était quand même finalement plus simple puisque c'est juste en face de ma rue. Ouais. Et que je connais l'histoire et que je connais tout, c'était quand même plus simple de repartir dans cette aventure. Donc, à la fois, il y avait le côté sentimental, mais le côté le plus important, c'était quand même le côté. C'était ce que j'avais envie de faire de ma vie. C'était que ça t'intéressait, ouais. De mes 10 doigts et de mon cerveau. Ouais. Voilà, c'était le plus important, c'était ça. Et puis de refaire de Red Light. Mais quand même, les salariés de Red Light qui étaient chez toi, enfin chez Red Light, quand tu as vendu à Rossignol, tu les as retrouvés, ils sont partis, ils se sont fait virer, et on peut en parler de ça, parce que c'est aussi un point important, parce que ces gens, ils étaient super qualifiés justement pour faire du Red Light. Effectivement, pour eux, c'est pas forcément très simple de tout suivre les épisodes de je suis là, je suis plus là, je vends, je reviens. Je peux comprendre qu'humainement, pour eux, ça n'est pas toujours très simple. Oui, Donc mais une c'est pas ce que je voulais partie. dire. Ce que je voulais dire, c'est Non, que. non, non, mais c'est une réalité aussi. Faut pas se le cacher. Voilà. Donc quand on est revenu, il y avait un tiers de personnes avec qui je n'avais jamais travaillé qui étaient arrivées dans l'intervalle. Et ce tiers est pratiquement tous repartis quand on est arrivé. C'est pas une question de personnes directement de ma tête ou pas ma tête, c'était une question Ouais. de. Ils étaient rentrés dans un grand groupe Rossignol avec un peu cette philosophie et cet environnement. Et quand Red Light est autonome, c'est plutôt une équipe PME, une façon de travailler différente. Si je dis agile et innovante et tout ça, c'est péjoratif des grands groupes, mais voilà, c'est juste une façon de travailler Réactif, différente ouais, et qui leur correspondait pas. Et bien sûr. voilà. Mm. Donc donc on a eu quand même beaucoup de changements cette année, puisqu'on est rentré, on avait 24 salariés, donc un tiers est parti pour résumer, et on est passé de 24 à 38 en un an. Donc ça fait aussi beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de nouveaux postes, de nouvelles choses à interfacer, à se mettre à travailler ensemble. Mais ça va, c'est bien. Mais alors, Belle le aventure Red qui Light reprend. d'aujourd'hui, que tu as repris, en quoi il est différent du Red Light d'avant Rossignol? Qu'est-ce que tu as réussi à prendre comme recul pendant cette période que tu amènes aujourd'hui chez Red Light pour continuer de faire évoluer cette marque, tout en suivant Je son dirais ADN? on est revenu à l'ADN qu'on avait avant, ça l'ADN n'a pas changé, je dirais, c'est-à-dire de faire des produits innovants, de faire des produits aussi pour des niches de marché comme le marathon des sables, comme d'autres courses vraiment très, très techniques. Voilà. Ouais, ce que tu as toujours fait. Hein. Mm. Voilà. Mm. Mais de ça et de se dire qu'on allait faire des produits de trail et que des produits de trail. On s'était un petit peu dispersé, mais aussi un petit peu avant Rossignol à vouloir voir plus large. Mm. Euh, on s'est recentré sur notre ADN. Et je dirais le fait d'en être parti et de revenir, ça permet aussi de remettre de repartir d'une autre base, enfin, repartir d'une page blanche et
de comprendre cet ADN aussi, qu'à un moment, quand tu es dedans depuis 10 ans, depuis 20 ans, tu ne le comprends pas forcément. Tu ne sais Ouais, plus bien ouais. pourquoi. Et en prenant du recul, et à la fois d'en être parti, d'en être revenu, et aussi du fait du Covid. Hein. Le Covid a obligé à faire des choix quand tu as le chiffre d'affaires qui se divise par deux, quand tu as Hmm. collection qu'il faut remanier parce que tu as du stock, enfin que c'est un peu bazar. Voilà. Donc, je dirais, on a réécrit notre ADN, enfin, on a mieux compris notre ADN qui est de faire des produits de trail, Hmm. de le faire avec une communauté et de rouvrir un atelier en France parce que c'est aussi dans notre Ah oui, philosophie, dans notre ADN. oui. Et voilà, donc on fait comme de l'ancien, mais pas de la même façon parce qu'on ne va pas refaire le passé, c'est surtout pas le but. Et le monde change aussi, Hmm. la place d'Internet, la place des revendeurs d'Internet, Ouais, la place du Made in France, enfin, plein de choses changent et il faut s'adapter. ouais. Alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce Made in France, moi je le vois ici aux États-Unis, le Made in USA, c'est un truc qui a repris vachement d'importance. C'est peut-être lié au Covid, c'est peut-être lié à d'autres choses. Est-ce que tu sens que ce Made in France, c'est une valeur ajoutée encore plus importante aujourd'hui que jamais? Alors, exactement comme il y a un point très important comme tu viens de dire, le Made in France, c'est une valeur ajoutée pour vendre en France. D'accord. Un Américain, il va s'en foutre que ce soit fait enfin, il préfère que ce soit fait aux États-Unis. Oui. Un Espagnol, il préfère que ce soit fait en Espagne. Un Italien, il préfère que ce soit fait en Italie. Hmm. Mais aujourd'hui, Red Light, c'est 60% des ventes, 70% des ventes. Alors, Donc, j'ai pour pas ces entendu. 70%, Aujourd'hui, Red 70, Light? c'est 70% de ventes en France. Ouais. Donc, pour ces 70%, c'est très important. Voilà. Et les C'est 30% important. restants, c'est où? C'est Asie? Après, on fait plutôt Europe, Espagne, Italie, Angleterre, Norvège, un petit peu tous ces pays. Et tu crois pas que les gens sont quand même plus sensibles, un Espagnol ou un Italien vont être plus sensibles à un Made in France qu'à un Made in China aujourd'hui? Tu crois pas que c'est un Si, peu mais en je veux train dire, de jouer ça? si un petit peu, mais je veux dire, l'impact, il est fort pour les Français, Hmm. pour les voisins, il est déjà réduit de plus que de moitié. Enfin, voilà. C'est Hmm. mieux, mais nous, des Français, acheter des produits faits en Espagne ou faits en Roumanie ou finalement faits en Turquie, et puis après, t'es pas loin de la Chine, pour résumer. Enfin, Hmm. c'est sûr, c'est que l'impact pour les Français, il est très fort. D'accord, d'accord. Déjà, pour nos voisins, il est moyen, je dirais. Voilà. Hmm. Mais Hmm. l'intérêt, c'est pas que de faire du Made in France, c'est aussi on fait du Made in France parce qu'on veut produire localement pour cette philosophie. Ouais. Mais il faut que les produits soient techniques, qui répondent à un besoin et qu'on apporte une plus-value qui soit valable pour les Français, d'abord pour les Français et aussi pour les autres. Je veux dire, pas parce qu'on marque Made in France sur un maillot qui se vend tout seul. Il faut Bien qu'il sûr, soit bien sûr. technique, qu'il soit. Voilà. Ah ouais. Hmm. Et nos trois sacs à dos qu'on fait en France sont les trois sacs à dos les plus techniques et que l'on vend très bien aussi à l'export. C'est un plus. Hmm. D'accord. Ça nous Quand tu permet dis... aussi de mieux connaître notre métier. Et je Ouais. dirais sur certains produits, notamment les produits ultra légers, de les faire en France, ça nous oblige toujours à optimiser le produit jusqu'au bout. Ouais. Parce que rajouter un zip, ça coûte, parce que rajouter un élastique, ça coûte, rajouter une poche, ça coûte, enfin en temps. Hein. Et le fait de devoir épurer ça, les produits au maximum, c'est la contrainte de devoir fabriquer en France. Mais le bénéfice, il est aussi dans le fait que ces produits soient très épurés. Voilà. Hmm. Hmm. D'accord. D'un point de vue du sport marketing, est-ce que tu t'es positionné de nouveau sur des événements? Est-ce que vous êtes partenaire d'épreuves de trail? Tu sais, j'ai en tête ce rachat, ce nouveau sponsoring de l'UTMB par Oka. Ça, si je dis pas de bêtises, ils ont mis Columbia dehors et maintenant c'est Oka. Bon, c'est quand même un truc important pour l'industrie et qui révèle la bonne santé de Oka. Est-ce que je crois hein, que vous aviez des courses partenaires, vous aviez des athlètes. Je ne sais pas si vous aviez un team Red Light, mais ça, où est-ce que ça en est aujourd'hui? C'est quoi tes projets là-dessus? Donc, au niveau des courses, donc une nouvelle fois, on est reparti avec un budget réduit de moitié et donc des choses dans un contexte pas facile avec beaucoup d'incertitudes. Donc on a plutôt réduit le budget que de l'avoir augmenté. Ouais. On a une course partenaire dont on est fier avec un gros partenariat avec le Grand Raid de la Réunion, Oui. qui est, qui Ça, est dans c'est les historique sondages. chez toi aussi. Pardon, c'est historique chez Ça doit toi. faire 6 7 ans déjà, ouais.
Ouais, ouais, ouais. et qui est la course préférée des Français, hein, enfin, les courses préférées des trailers français, la course mythique qu'ils rêvent de faire devant l'UTMB. Devant l'UTMB. Ah bon? Ouais, ouais, petit 1, c'est le grand, pour un trailer français, hein, je parle bien Ouais, pas à ouais, l'international, hein. ouais. Il rêve plus de faire le Grand Raid de la Réunion en premier, ensuite l'UTMB et ensuite la Barclay. Voilà. Bon, alors la Barclay, c'est aussi très étonnant parce que Ah ouais. y a pas beaucoup de gens qui le font, c'est très particulier, mais dans les mythes C'est quoi, du trailer français. c'est quoi cette étude-là que tu cites là? J'ai Et pas. ben, ça a été fait 2 fois, ça a peut-être 2, 3 ans maintenant, mais ça a été fait une fois sur un forum, je ne sais plus ce que c'était, mais bref, je fais du trail. Et Ouais. surtout, ça a été fait aussi par l'équipe. Si tu tapes sur Google l'équipe, Ah ouais, d'accord. tu tapes l'équipe Grand Raid de Réunion, Barclay, tout ça, ça va ressortir. Et un Hmm. sondage fait par l'équipe. Ouais. Ah, génial. Ok. Ouais, c'est vrai que Donc on c'est est partenaire de. extraordinaire. Voilà. Ouais, Voilà. ouais. Et puis c'est une course, je dirais, associative, voilà, qui colle bien à nos valeurs, Absolument. Hmm. Hmm. Et puis après ça, on a ouais, une petite centaine de courses avec des petits partenariats. Enfin, si je dis des petites courses, c'est des courses, ça pourrait vexer, mais des Oui, courses oui, de non, mais moyenne je comprends. envergure, voilà, c'est pas des courses Bien sûr. mondiales, Bien sûr. des courses de moyenne envergure avec qui on a un partenariat sympathique. D'accord. Voilà. Et pour nous, donc, c'est super important d'être sur le terrain et d'avoir ce partenariat de terrain Ouais, avec des courses de ouais. tout niveau partout en France pour faire connaître la marque. Hmm. Et alors, avant qu'on parle de la Barclay et éventuellement de la Terminal, est-ce que tu as des athlètes? Est-ce que tu as un team? Est-ce que tu as prévu d'en refaire un? Vous t'entendez où aujourd'hui de ça? Alors, comme tu as entendu, je peux te donner un scoop. Kylian est parti de chez Salomon, Oh, le scoop! mais non, il vient pas chez nous. Et non, t'as moqué ton scoop. C'était tout le but de ton interview, mais et non, 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 on n'a pas Kylian. Ça aurait pu se poser comme question. Enfin, je veux dire, si tu venu nous voir, on aurait pu réfléchir très activement. C'est quelqu'un Ouais. qui a plus qu'une valeur ajoutée au-delà de son activité sportive. Voilà. Hmm. Et non, Bien sûr. donc on avait un team, et je dirais aujourd'hui, on a complètement, enfin, on a décidé de repartir uniquement sur notre team communautaire, Hmm. ouvert à tous, une communauté avec un groupe Facebook actif, avec un community manager, avec Comment des ça races. marche ça? Parce que Ouais, ça n'importe marche très bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais n'importe qui peut faire acte de candidature pour rentrer au sein de ce team. Il faut payer, c'est Voilà. quoi le principe? Non, il faut pas payer, c'est gratuit et tu viens et tu prends ce que tu apportes en quelque sorte. À la fois, il y a des discussions, il y a tout ça. Et sur les courses, eh bien, on organise des apéros. Il y a du test de produits. Puis il y a aussi, ça peut sembler bizarre, mais c'est aussi que les gens se voient entre eux. On a, un- donc après, par région, on a notamment un sous-team, je dirais, une section en Bretagne. Et Ouais. ils courent une fois par mois à 20 ou 30 personnes. Ils vont courir ensemble. Ils ont une banderole red light. Ils font des photos. Ils sont contents. C'est comme un club pour se retrouver. Voilà. Et D'accord. là-dedans, on n'intervient pas directement. On n'y va pas. On ne se déplace pas. On ne l'organise pas. Ça s'auto-organise ensuite. Mais tu Voilà. leur donnes du matériel, tu leur loues du matériel, tu leur vends des trucs avec un pourcentage. C'est quoi leur Il y a intérêt? des produits siglés Team Red Light qui sont à un meilleur tarif, mais c'est pas la question financière. C'est la question juste que les gens y retrouvent une communauté dans laquelle ils sont contents d'échanger, comme il y a d'autres communautés Ouais. dans Ok. le trail ou dans d'autres sports. Et on leur propose le support, je dirais, pour communiquer ensemble et pour se retrouver. Hmm. Et eux l'utilisent. Et eux l'utilisent. Voilà. Mais tu les valorises à un moment donné, c'est-à-dire que leur feedback, vous y prenez, enfin vraiment. Ouais, si, si, ouais, on les Ça. valorise, on met en avant, on fait des petits cadeaux de temps en temps aussi, je veux dire, mais Hmm. c'est pas, Et euh, pour c'est des pas normé. retours, Tu viens et tu auras un maillot, ou tu viens et tu auras 2 maillots, ou tu viens et tu auras telle remise. C'est pas sous cette forme, c'est au coup par coup, au fil du temps. Voilà. Les gens ne viennent pas chercher la récompense, ils viennent chercher une communauté sympa avec qui pouvoir échanger, avec qui pouvoir se retrouver sur des courses, avec qui pouvoir d'accord. aller boire une bière. Mais ils te font remonter quand même des infos, des commentaires, des critiques éventuelles sur les Ouais. produits? Hein, d'accord. Et nous, quand on a besoin de renseignements rapides sur, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais tel drop de chaussures vous préférez, ou tel modèle, tel coloris, ou tel tout ça, on bénéficie de 500 à 1000 réponses en 2, 3 jours à chaque fois. Ouais, d'accord. Ça fait un pool de personnes disponibles. On va faire tester, je sais pas, on reçoit une veste. Là, on a 10 vestes à faire tester pour avoir une réponse rapidement. On cherche des gens qui vont aller courir
dans les 15 prochains jours dans le froid, eh ben, on trouvera facilement les 15 personnes en Ouais. appuyant sur deux boutons. Ouais, c'est bien parce que c'est comme ça que tu as construit ta marque, en fait. C'était ta pratique personnelle. Tu n'avais pas forcément de réponse précise, spécifique chez les équipementiers qui existaient. Et c'est ça qui t'a donné l'idée de créer ta marque, finalement. Hein, Oui, exactement. c'est des mini Benoît Laval, ces mecs-là, ces gens-là. Voilà, en tout cas, ils sont là, ils sont motivés, ils s'auto-organisent, ils sont contents d'être là et nous, on est contents d'être avec eux, quoi. Ouais, c'est super, c'est super. Alors, Barclay, alors déjà, la Barclay, quand même, est-ce que tu as mis un terme à ta carrière de coureur de Barclay? Je suis sur liste d'attente, un peu loin sur liste d'attente. Je me dis qu'il faudrait que j'y retourne une fois de plus, mais voilà, mais Hein. ce ne sera pas cette année. Mm. Non, j'y retournerai bien une dernière fois, mais enfin, c'est un peu ce qu'on dit. Mm. Juste une dernière cigarette et puis après, j'arrête. C'est un peu ça, Mm. quoi. Voilà. Et alors, la Terminal Room, ça se poursuit. Ça se Évidemment, poursuit. ça s'est Donc, il y a arrêté, j'imagine, l'année dernière. Mais deux éditions qui ne se sont pas faites du fait voilà, du Covid. voilà. Là, au mois de mai, c'était pas possible de le faire puisqu'il y avait en France le couvre-feu. Donc, Ouais, tu peux plus sortir de, je sais plus, mettons de 20h à 6h du matin. C'était difficile d'organiser une course non-stop bien sûr, bien sûr. où les gens s'arrêtent de 20h à 6h du matin. Donc, c'était absolument pas possible. Ouais. C'est bien reprogrammé en juin de l'année prochaine. D'accord. Des candidats et ça va s'organiser comme ça l'était avant. Pas de OK. changement dessus. Voilà. Toujours, évidemment, tu n'as pas eu de finisher. Hein. Tu as eu trois Ah, éditions? Deux éditions? trois éditions. Trois Trois. éditions. Ouais. Trois éditions, zéro finisher. Non, mais c'est normal. Bien Ça se sûr, bien fait. sûr, La bien sûr. Barclay, Je ça a mis sais. une dizaine d'années à la Barclay pour se finir, mais il progresse et il commence à y croire. Donc, voilà. Et alors, est-ce que je me souviens, on avait discuté de ton idée de lancer aussi un backyard. C'est quoi le nom de cette course qui fait aussi là? C'est le Big Backyard, c'est Et ça? ben, donc, j'organise une backyard ici, là, à Saint-Laurent-du-Pont. C'était la troisième édition, on fait ça au mois d'octobre, et là, on l'a organisé cette année. Tu Avec l'as deux... organisé cette année? D'accord. ouais. Ouais, ok. Donc, cette année, on avait 200 coureurs. Ouais, Et ça s'est très bien passé. Les premiers ont mis, je crois, 39 heures. Et ouais. l'année dernière, on était, on va dire, support du championnat du monde. C'est-à-dire que l'année dernière, avec le Covid, vu que les coureurs ne pouvaient pas se déplacer aux États-Unis, là, ils avaient mis en place un système un petit peu différent dans chaque pays. Enfin, dans une trentaine de pays, il y avait une course avec 15 Français d'un côté, 15 Suisses en Suisse, 15 Belges en Belgique. Ouais. Tout le monde était parti en même temps et avec des caméras, avec les classements synchronisés. Et ben, c'était celui qui a le plus loin. Donc, c'est ce qu'on avait organisé l'an dernier. Avec le Covid, on a pu organiser ça, mais pas l'autre. Ouais, Donc, on ok. est parti pour organiser une backyard tous les ans maintenant en France. D'accord, ok. Donc, tu es toujours en contact avec Laz. Il va revenir en France un petit peu pour. Et oui, alors il ne pourra pas revenir à la Termine Room l'année prochaine parce qu'il y a un autre télescope avec un autre truc, mais sinon, il serait bien revenu. Voilà. Enfin, il va revenir en France. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais. Cette année, la date ne correspondait pas. Il avait d'autres obligations sur une autre course, mais sinon, il est motivé pour revenir à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Ouais, exactement. C'est dingue, hein, ce truc, parce que la Barclay, pendant quand même. Ça a quel âge, la Barclay? Ça fait combien d'années que ça existe aux États-Unis? Bah, ça va faire, je sais pas, 34, 35 ans, ouais. Ouais. Pendant presque 25 ans, personne connaissait ce truc-là. Je le Et, connaissais. Après, et vers ça a explosé 2009-2010, complètement. Hein? vers 2009-2010, on a commencé à en entendre un petit peu vraiment pour ceux qui étaient très passionnés, vraiment là. Voilà, Là, voilà. depuis 5 ans, c'est devenu un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Tout. Ouais, 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 ouais. Tu Pourtant, il n'a sais, rien changé, hein. Il n'a rien changé. C'est non, je toujours le sais. même endroit, toujours le même budget de 40 fois 1,60 $. Il n'a rien Ouais. changé, mais d'un seul coup, c'est devenu. Ben, comme quoi, c'est devenu, c'est un truc qui correspond à ce que recherchent les gens aujourd'hui, quoi. Ouais, même pas forcément à faire, mais en tout cas, à regarder. Ouais, bien sûr. Ça reste un mythe, et même pas un rêve, parce que les gens Non, qui ont vraiment envie de le faire, bon, il y en a plus qu'avant, mais il y en a pas des non, milliers non non, plus en France, hein, voilà. non, non. Moi, j'ai pas envie, hein, tu vois. J'ai Ouais. pas envie. Je me dis, non, mais je me dis, le voyage, tout ça, ça m'amuserait. Mais
ou Je veux d'aller dire, voir, enfin, en tant que journaliste, en tant que tout ça, d'aller voir, mais de faire, tu vois. ouais, mais en tant que coureur, tu vois, enfin, je me dis, mais attends, si toi, un mec comme toi, tu n'y arrives pas, un mec comme Jamil Khoury, il n'y arrive pas, Courtenay, enfin, je veux dire, bon. Ouais. Ah ben, t'es quasiment sûr que tu vas bâcher, hein, Ah d'accord. bah oui, évidemment. Euh, Ah, mais tu vois. ouais, je sais bien. Ouais, Bon. ouais. Bon, ben, donc tu es un homme heureux alors, tu as retrouvé ton red light, ça se porte bien. Donc, j'ai réorganisé ma vie en étant parti en prenant du recul. Et j'ai aussi une autre activité qui est Nature Extrême Développement. Ah oui, alors c'est quoi ça? Il y a, en juin 2020, j'ai repris une autre petite entreprise qui Oui, organise des voyages de trail depuis 25 ans, depuis oui, pardon, 1995, effectivement, oui, oui, oui. Hmm. qui organise 7-8 courses par an. Donc, mes prédécesseurs, qui sont encore là, ont organisé plus de 250 courses par étape dans Oh la plus de vache. 40 pays dans le monde. Ils Tu vois, étaient donner deux. ils étaient Ouais, spécialisés dans les courses à étapes. voilà, ils ont aussi organisé quelques non-stop, quelques autres choses, mais je dirais sur les 250, il y en a 230 où c'est des courses à étapes, où ça fait des voyages entre une semaine et 10 jours, enfin, entre 1 et 2 semaines, je dirais, dans un pays, dans un bel endroit, et on fait entre 5 et 8 étapes de 20-25 km. C'est pas, Ok, c'est pas le marathon des sables. Hmm. c'est pas de l'ultra. Non, enfin, on mange et on dort bien. On Hmm. porte pas c'est pas en autonomie. Ah Et d'accord. l'idée, c'est de voyager et de découvrir un pays en courant. Donc, soit il y a des étapes, enfin, des raids où il y a un hôtel avec une piscine sympa et on fait des étapes chaque jour à droite à Hmm. gauche autour. Hmm. Et d'autres où on le fait en itinérance. Là, cette année, on va aller faire le Kilimandjaro, on va aller faire le Machu Picchu notamment. Donc là c'est en itinérance. Les sacs à dos enfin, les bagages sont portés par l'organisation, pour résumer. Hmm. Et donc, chaque jour, tu cours 25 km à peu près, avec un dossard, avec une course. Et puis, on a aussi un programme marcheur pour les accompagnants, pour des gens qui veulent faire moins, ou qui veulent courir, mais moins, sans se mettre la pression du dossard. Et tout ça. Vachement bien. Donc, Mais on donc, a t'as une course par 7-8 an? courses par an, Ah, 7-8 courses par an, d'accord. ouais, sur lesquelles on a entre 25 et 80 coureurs. Donc, c'est un Ok. petit format, c'est pas du tout le marathon des sables, c'est pas du Ouais, tout ouais. ça. C'est- voilà. Ah, génial. Et là, les destinations de l'année prochaine, c'est quoi? Parce qu'on est Donc, déjà... sur 2022, on va faire Kilimandjaro, Ouais, un raid de 6 jours en course à pied autour du Kilimandjaro. ouais, Machu Après, on va Picchu. faire Portugal, Hmm. Albanie, Machu Picchu, Grèce, Jordanie, Petra, et Ah ouais? puis Bhoutan. Voilà. Ah ouais, ok. Ouais. Le Donc, Bhoutan, Bhoutan, c'est c'est en... coincé entre l'Inde et la Chine à côté du Népal. Voilà, donc Et, c'est en c'est un pays assez Himalaya, secret, quoi. assez fermé. Et Hmm. là, on a une cinquantaine de participants inscrits. Ah ouais, Ouais. bon. Rien aux États-Unis. Non, on essaie de faire des choses plus exotiques, je dirais, mais c'est pas fermé à terme d'y aller, mais plus exotique, tu vois, dans ce que je t'ai cité. Hmm. Voilà. Mais D'accord. peut-être qu'un jour on ira aux États-Unis faire aussi. Parce que, Ouais, ouais, ça manque pas, je suis bien d'accord, ça manque. ouais. Ouais, c'est vachement bien ça, d'accord. Donc là, c'est une équipe de combien de salariés là? Deux, Ah oui, d'accord, donc ok. c'est petit. Et puis, Après, on prend prestataires des, locaux après. on prend du staff après à la fois local et à la fois pour les événements où là on prend des Ouais, personnes supplémentaires, mais à l'année on est deux. Enfin, il y a deux personnes à l'année, voilà. d'accord. Qui sont aussi à Saint-Pierre-de-Chevreuse. Voilà. D'accord. Et voilà, donc ça faisait partie de mes plans personnels aussi quand je suis Ouais, parti de Red Light, afin de me dire qu'est-ce que je pourrais faire. ouais. Et donc j'ai gardé, voilà, mon équilibre de vie, c'est de faire Red Light la moitié de mon temps, Nature Extrême Développement un quart, un tiers, et puis de garder du temps pour faire d'autres choses à côté aussi. D'accord. Mais d'autres choses, c'est-à-dire tu t'inscris sur des cours, tu t'entraînes Ouais, beaucoup. enfin, notamment, ça peut être des courses, ça peut être ouais, d'autres choses dans la vie, enfin, Oui, oui, ou d'autres d'accord. 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 d'autres choses, d'autres business, je dirais, d'autres choses, voilà, enfin, de profiter du temps aussi. Voilà. D'autres business.
Ouais, mais pas qu'ils sont en rapport avec tout ça, là. Non, mais Ah, d'accord. voilà. Enfin, peut-être d'autres plus tard d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, pour l'instant, j'ai ces deux-là. Voilà. Ok, ok. Bon. En tout cas, de choisir ce que je veux faire. Voilà. Et revenir chez Adelaide, c'était bien un choix pour revenir à ce que tu posais tout à l'heure. Hmm. Un choix parce que le boulot m'intéressait, parce que le métier m'intéressait, parce que la marque, c'était pas une contrainte ni une obligation. Voilà. Hmm. Non, mais vu de l'extérieur, c'est tout à fait compréhensible que tu aies repris Red Light, c'est au contraire, hein. Moi, quand je l'ai appris sur un plan personnel de coureur, j'étais ravi parce que je me suis dit, bah, les produits Red Light, je suis sûr qu'ils vont continuer à être de qualité et que Benoît aux manettes, je serai jamais déçu. Voilà, tu vois. Enfin, donc, je pense que, ouais, ouais, bah, enfin, bravo, hein. Bravo. Et puis, pour les fans de Red Light, je pense que tout ça, c'est très bien, hein. Ben Voilà. ouais, Ouais, voilà. ouais. C'est une longue histoire, Light. C'est une longue aventure, on est d'accord. Mm. C'est c'est un cas d'école pour plein de choses Et dans l'entrepreneuriat, dans le trail, dans tout ça. Voilà. tu penses que ça n'a pas marché chez Rossignol? Excuse-moi, je reviens juste dessus. Euh, parce que parce que Rossignol n'a pas su gérer, enfin les gens de chez Rossignol n'ont pas su gérer, ou parce que Red Light finalement c'est pas tellement Rossignol, ça aurait été Salomon, ça aurait été un autre groupe, ça aurait été la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un truc qui fait que Red Light, c'est difficilement adaptable à une plus grosse structure? Tu sais, ça me fait penser un peu à. Alors, évidemment, tu vas me dire que c'est différent, mais une marque américaine qui s'appelait. Qui était une marque de chaussures de trail, Montrail, Hmm. qui a été rachetée par Columbia. Bon. Aujourd'hui, les produits Montrail, globalement, c'est vraiment du Columbia. Et pour les fans de trail running qui connaissaient Montrail à la grande époque de Montrail, tu n'as plus tellement envie de porter du Montrail parce que ça ressemble vraiment à du Columbia. Tu ne vois pas très bien la différence entre les deux marques, quoi. Tu vois, la marque Montrail a été avalée par Columbia et je trouve que le mix, ils n'ont pas réussi à faire un truc exceptionnel. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que l'ADN, est-ce que la façon dont était organisé Red Light a fait que c'était de toute façon un petit peu la mission impossible pour un gros groupe de l'intégrer? Enfin, tu vois, ou est-ce que c'était une erreur de vendre à Rossignol parce que c'était perdu d'avance ou pas? Enfin, tu le savais Moi, pas je à pense l'époque. que de l'intégration d'une petite entreprise dans un groupe, c'est tout à fait faisable. Hmm, Après, la question de pourquoi ça peut marcher, une fois, hmm, Rossignol n'a pas réussi à intégrer Red Light, n'a pas réussi à intégrer Time et n'a pas réussi à intégrer Felt. hmm, hmm. Je Oui, dirais, je alors qu'un dirais groupe comme, alors qu'un groupe comme Hammer, voilà, à voilà. su intégrer d'autres marques, ou tout à l'heure, tu citais Oka. Hmm. Oka, c'était quand ils sont rentrés chez Lakers. Descartes. Hmm, Ils étaient quoi? Ils étaient 30-40, enfin, c'était une hmm, petite PME, hein, c'était tout petit aussi, hein. Et ils ont hmm. bien réussi à s'intégrer dans ce Ouais, groupe. ouais. Et est-ce que les anciens dirigeants, enfin les fondateurs, soient toujours présents? Hmm, Ils sont hmm. toujours présents, enfin Absolument. moins parce qu'il y a une équipe plus grosse, il y a d'autres choses, mais ils sont toujours là pour Hmm. infuser l'ADN et infuser d'autres choses. Donc il y a des exemples où ça n'a pas marché, il y a des exemples où ça a marché. Je pense pas qu'une petite entreprise ne puisse pas s'intégrer dans un groupe. Il y a plein de Non, contre-exemples. non, bien sûr. Et Mais en tout cas, là, je pense que Red Light, ce serait possible, mais il faut un groupe qui soit capable d'intégrer des entreprises, ce qui est pas le cas. hmm, Après, est-ce que j'ai des regrets? Non, j'ai pas de regrets. De toute façon, si on n'avait pas pris ce chemin, on en aurait pris un autre, peut-être avec un autre actionnaire financier, avec un autre groupe pour se développer et que ça n'aurait pas marché. Ou bien peut-être qu'on n'aurait rien fait et que ça n'aurait pas marché non plus et qu'on se serait planté parce qu'on n'aurait pas réussi à grandir ou qu'on aurait fait faillite tout simplement. hmm. Donc ne rien faire n'était pas forcément un bon chemin non plus. Donc voilà, on a fait celui-là. Après, si on veut regarder dès maintenant, il y a eu cette étape, mais Red Light est toujours là. Hmm. Donc Red Light,
Red Light a vécu différentes étapes, mais Red Light est Et toujours Red Light là. marchait bien. Red Light marchait bien quand tu l'as vendu à Rossignol, non? C'était plus toi, sur un plan personnel, tu avais envie de passer à autre chose? Ou il y avait un Non, non, je problème voulais rester. Non, quand on est rentré chez Red Light, c'était chez Rossignol? pour faire tripler, pour faire tripler de taille. Donc, c'était bien pour y travailler et pour avoir un outil, un terrain de jeu plus grand, au contraire. C'était bien, l'objectif, c'était bien d'y rester, de faire grandir Red Light avec d'autres moyens financiers et d'autres moyens commerciaux. Oui, c'est ça. Mais voilà, je ne comptais pas partir à ce moment-là. Ça, je suis parti après parce que ça ne collait plus. Bien sûr. Non, mais ça aurait pu réussir ailleurs. Voilà, mais une fois, ne rien faire, on aurait pu se planter aussi si on n'avait pas changé d'échelle, si on n'avait pas essayé, si on n'était pas passé là. Finalement, après, si on veut être aussi un peu. Enfin, c'est pas cynique, mais c'est juste regarder les choses. Finalement, est-ce que Red Light tout seul, on aurait survécu au Covid et à la crise générée? Peut-être pas. Finalement, c'est juste de la chance. Hein. Mais Red Light a survécu au Covid en étant à travers le groupe Rossignol. Voilà, donc, mais peut-être que ça serait passé autrement. Hein, je dis pas, mais je veux dire, on peut trouver du bon et du moins bon. C'était un épisode et Red Light est toujours là et continue de se redévelopper. L'image est toujours la même, je dirais. Je pense pas que l'image ait été vraiment écornée. Il y a eu un peu de latence, un petit peu de tout ça, un petit peu de produits manquants après dans les rayons parce que les choses étaient peut-être moins techniques, mais je veux dire, pour le commun des clients et le commun du trail, surtout en France, je veux dire, après aux États-Unis, c'est différent, vous êtes loin. Et voilà, l'image de Red Light n'a pas été écornée et on a appris à faire des chaussures, on a appris, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pris un autre chemin, il n'aurait pas forcément été meilleur, il aurait pu être pire et d'être resté autonome, peut-être que financièrement, on s'en serait pas sorti ou qu'on aurait fait d'autres erreurs. Voilà, donc c'est pas savoir ce que ça aurait donné. Voilà. Faire des chaussures, c'est vachement ambitieux hein, quand même. Parce que c'est un autre. C'est pas comme faire des sacs à dos. Quoi. Ouais, mais aujourd'hui, ça marche correctement à notre échelle. On en vend 20 000 paires par an. Et ça correspond à ce qu'on veut faire. On n'a pas l'ambition d'aller détrôner ni Oka, ni Salomon, ni tout ça, mais c'est de faire des produits complémentaires, techniques, qui correspondent à notre ADN et à notre marque, à notre échelle. Voilà. On n'a pas d'ambition de révolutionner le marché. Tu les fabriques en France, les chaussures? Non. Ah non, mais en France, c'est pas possible. Enfin, il y a une usine qui va fabriquer des chaussures pour Salomon pour l'année prochaine. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui se met en place, mais je veux dire, ça reste marginal. Et même dans le monde Salomon, ça va représenter, je sais pas, mais quelques tout petits pourcents de tout ce qu'ils vendent. Enfin, voilà, ça reste. La chaîne de fabrication de chaussures de trail est trop gourmande en temps et en main-d'œuvre pour pouvoir se faire en France de façon à grande échelle. Voilà. D'accord. Ok. Eh ben, fais-moi signe si un jour tu veux venir, parce que j'ai un appartement qui est assez grand maintenant. Donc, si tu as du business à faire en Californie, une course, un truc, n'hésite pas. Hein. Ok. Merci, hein, Benoît. De rien. Bonne journée à toi alors. Ciao. Salut. Bye. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty, broken walls. And I can't see it clearly, but it's obvious. I know